On va faire un deuxième tour d'écran, puis après ça, on va pouvoir prendre les questions des gens, puis trouver aussi des solutions collectives. Justement, la deuxième partie d'écran, c'est vraiment sur les perspectives revendications. Donc, vous avez 4 minutes pour parler de vos revendications, les changements que vous espérez ou actions futures pour que la transition à Montréal intègre une perspective de justice sociale. Donc, on va commencer par Jennifer. Ok, merci. Alors là, je vais vous parler d'une autre loi parce que pour nous, vraiment des changements systémiques, il faut que ça passe par des lois. Et l'ordonnée a mentionné le nom Ingrid Waldron et c'est très important parce que actuellement il y a un projet de loi privée qui a été déposé au Parlement qui s'appelle le projet de loi C 230 et ça s'appelle la loi concernant l'élaboration d'une stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental. Et c'est vraiment Ingrid Waldron qui est la la force intellectuelle et je pense qu'elle a littéralement rédigé le projet de loi et ça risque de passer. Alors, qu'est-ce que c'est cette loi? C'est la loi obligera le ministre de l'Environnement en consultation avec toutes sortes de personnes, à la fois des gouvernements provinciaux et des communautés autochtones et toutes les communautés touchées, d'élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les initiatives pour remédier aux préjudices causés par le racisme environnemental. Il prévoit aussi des exigences en matière de rapport relatifs à la stratégie. On peut, comme l'ordonnée a dit, au niveau des définitions, je vous donnerai une définition de racisme environnemental, juste pour qu'on soit clair de quoi on parle, mais il y a plusieurs manières de le définir. Racisme environnemental est l'exposition disproportionnée des communautés de couleur, de communautés des Premières Nations ou des communautés appauvries à la pollution et à ses effets sur la santé et l'environnement, ainsi que l'inégalité dans la protection qui doit être assurée par les lois, les règlements et les programmes gouvernementaux. Alors, c'est une surexposition à la pollution, aux contaminants, etc., de certaines communautés et un manque, en même temps qu'il y a un manque flagrant de protection par des lois qui doivent protéger tout le monde. Donc, c'est une loi extrêmement importante et intéressante pour nous parce que ça nous donne l'opportunité de l'utiliser. Alors, il faut vraiment suivre ce projet de loi. Ici, à Montréal, on aura la possibilité d'identifier de mobiliser avec des communautés touchées et d'exiger qu'on ait des données. Et c'est ça qui manque, c'est une grande lacune actuellement au Québec, je veux dire au Canada. On ne collecte pas de données basées, surtout des données de santé basées sur la race ou l'origine ethnique. Alors, si on n'a pas de données, on peut pas agir, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la situation. Donc, cette loi pourrait nous fournir des armes pour exiger des données sur toutes sortes de critères et aussi pour des communautés spécifiques qui sont touchées par des problèmes graves des problèmes environnementaux. Alors, pour nous, je sais, juste pour vous dire, on sait qu'on va l'utiliser pour exiger des données en santé. On sait qu'en cancer du sein, nous, on a vu émerger des recherches à l'effet que des femmes noires, et la catégorie n'est pas mieux cernée que ça, mais elles sont diagnostiquées avec des formes de cancer du sein plus agressives, moins susceptibles de répondre au traitement, et avec un taux de mortalité plus élevé que des femmes blanches. Ça, c'est dans d'autres juridictions, aux États-Unis, en Angleterre, mais il y a des chercheurs ici, les mêmes chercheurs que j'ai nommés qui travaillent au niveau des injustices environnementales, qui ont fait le lien entre les problèmes de santé de certaines femmes et les problèmes de santé environnementale et des produits et des substances toxiques. Donc, ça nous donne vraiment une occasion en or d'élaborer des stratégies et des solutions ici. Alors, encore une fois, c'est le projet de loi C-230, Ingrid Waldron. Il y a un film, What's in the Water. Je mettrai tout ça dans le chat, mais c'est à suivre parce que
ça peut vraiment nous aider ici, au territoire montréalais. Alors voilà, merci. Merci Jennifer. Donc, France, pour vos perspectives d'action. Oui, merci. Et là, je surveille le temps. Donc, ben, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure. Donc, on a vraiment un projet de formation, atelier, accompagnement de femmes élues ou de femmes qui sont intéressées à se présenter en politique. On a déjà une première activité avec le groupe Femmes, Politique et Démocratie au mois d'avril. On parle de formation sur divers thèmes en environnement. Donc, on a préparé du matériel par thématique, que ce soit aménagement du territoire, changement climatique, changement de comportement, santé, etc. Et on avance avec ça. C'est un peu comme une répercussion du projet genre et changement climatique en disant qu'il faut aller où il y a des élus et les femmes, dans les études qu'on a constatées, les rencontres qu'on a faites, sont en général plus motivées à aller en politique pour travailler sur des enjeux de ce type-là parce qu'ils veulent travailler pour leur communauté. Alors ça, c'est une chose. Ça veut dire aussi et toute la question de l'analyse différenciée, qu'on veut que ce soit partout et que ce n'est pas du tout le cas maintenant. Alors, on est aussi membre de la Coalition Climat Montréal. Moi, je suis urbaniste de formation. Donc, dans ce contexte-là, dans le contexte du dossier dont j'ai parlé, on a aussi préparé un mémoire sur la consultation qu'il y a eu il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles pour la collectivité montréalaise, donc en mettant en évidence les éléments dont je parlais très rapidement. Il y en a plein d'autres, je pourrais en parler longtemps, et on a voulu mettre ça dans le contexte montréalais. Fait que la question du vélo pour tous, comme Alix en a parlé, de l'agriculture urbaine, d'aménager la ville en fonction de besoins différents, c'était présent dans ce qu'on a préparé. Et évidemment, de faire des analyses d'effets différenciés. On a eu l'occasion de parler avec les responsables du nouveau plan climat à Montréal et on m'a dit que oui, il allait en avoir. Alors, on va suivre ça. Évidemment, ça nous a amené aussi à participer. Moi, je suis sur le comité de pilotage du Fonds commun sur la transition énergétique. Donc, de participer à la table transition juste et justice sociale pour mettre de l'avant l'importance de mener des actions comme ça. Et dans le fond, il n'y a pas nécessairement énormément de données, mais aussi d'analyses qui ont été faites avec une perspective de quels sont les moyens, les mesures, qu'est-ce qu'on veut faire dans la transition écologique et sociale. Et on souhaite ardemment, moi je propose ça à ma gang, que ça se fasse collectivement avec des gens qui s'intéressent à ça, donc d'en faire de façon très concrète pour arriver à des solutions le plus concrètes possible qui tiennent compte de tous ces besoins-là. Donc, il y a des éléments comme ça qui sont dans le portrait. Et ceux que là, j'ai passé, je suis rentrée dans les 5 minutes, il y a à peu près 1 an, le réseau, on a collectivement travaillé une lettre au premier ministre pour demander à ce qu'il y ait des femmes représentées sur son comité de relance, que ce soit une relance verte et juste. Alors, on va revenir à la charge prochainement. Donc, puis on fait partie aussi de l'initiative Vire au vert, puis je vais finir là-dessus, qui est une initiative d'une 20aine d'organismes pour effectivement que l'environnement, la lutte au changement climatique, des territoires avec une vision de durabilité, que ça soit présent dans ce que les partis politiques proposent, puis qu'il y ait des candidats écologistes aussi. Donc, ce sont quelques éléments qu'on a, puis on continue à faire des formations, des sensibilisations sur ce sujet-là, sur l'écoféminisme. C'est disponible à la demande, c'est disponible s'il y en a qui s'intéressent. Donc, on peut en parler 1 heure, 3 heures, travailler en atelier. Voilà, je m'arrête ici. Je suis sûre que j'ai parlé plus qu'à 4 minutes, là. Non, t'as moins parlé qu'il te restait même du temps. Mais des fois, je dis ça, ben, merci. On va mettre dans le chat Vire au vert aussi, si les gens veulent voir. Il y a comme
toute une plateforme de revendication, puis Très intéressant. s'il y a des débats locaux, d'interpeller les candidats, candidates sur ces enjeux-là. Puis s'il y a des gens qui veulent être candidats, candidates aussi, Oui. il y a un soutien, mais on pourra le mettre dans le chat. Puis aussi, là, merci aux gens qui écrivent à droite. Puis on va avoir du temps aussi à la fin là, pour que vous puissiez présenter les initiatives. Là. Il y a plein de choses super intéressantes qui se disent. Donc, il nous reste Alix sur les perspectives d'action, qu'est-ce qu'on espère pour l'avenir pour une vraie transition écologique à Montréal? Rebonjour. Donc c'est sûr que par rapport à mon expérience, puis ce pourquoi je suis là, je vais plus parler de la ville puis du vélo. Donc comme nommé plus tôt, ce n'est qu'en partageant et en rendant la pratique du vélo plus accessible à chaque personne et plus sécuritaire que le vélo peut devenir un outil d'émancipation et de résistance. Pour cela, des transformations ont besoin d'avoir lieu dans le système et dans les infrastructures, les services accessibles, mais aussi dans nos actions et nos attitudes au sein de la communauté. En premier lieu, les gouvernements doivent se positionner sur l'éphémérité des engins à moteur et la valorisation des moyens de transport collectifs et individuels comme le vélo. Et cela passe notamment par un investissement majeur dans les infrastructures, notamment les métros, les lignes de bus, et tous les moyens de transport collectif. Mais ceux-ci doivent être pensés en s'alliant aux espaces dédiés et réservés aux modes de transport individuels comme le vélo. Ainsi, un meilleur réseau cyclable protégé a impérativement besoin d'être mis en place, notamment sur les artères reliant périphérie et centre. Des pistes protégées par des terre-pleins sont indispensables à une pratique plus sécuritaire, non seulement pour les familles, mais aussi pour les personnes qui rentrent tard le soir, moment où la visibilité est grandement réduite et où le danger est le plus grand. Et ces pistes ont besoin d'être éclairées correctement pour assurer la visibilité des personnes usagères, mais aussi visibilité de ce qui pourrait encombrer le chemin, et donc causer plus tard des accidents. C'est une vision globale qui doit aussi être partagée pour qu'elle soit performative. Villes, quartiers, établissements, écoles, tous ces établissements doivent intégrer des mesures qui visent à favoriser cette transition et une plus grande accessibilité. Faciliter la création de programmes de recyclage des vélos abandonnés et récupérés par la ville peut être une bonne avenue et mener à des... excusez, j'ai manqué un mot. Qui peuvent ensuite être redonnés à la communauté, à des établissements et des centres comme ceux adressés aux personnes autochtones qui sont souvent durement touchées par les questions d'itinérance, pour aussi les personnes nouvellement arrivées sur le territoire et les associations jeunesse de quartier. Ce sont de nombreux groupes excusez, je vais reprendre. Ce sont de nombreux groupes où des dons de vélos pourraient être grandement appréciés et une bonne redistribution à la communauté. Un autre besoin souvent oublié est celui des personnes en situation de handicap. Le lien pourrait sembler surprenant et pourtant les aménagements pour ces personnes sont absolument nécessaires. Mobilité réduite ne signifie pas incapacité à faire du vélo. Au contraire, il est parfois le seul moyen économique de se déplacer au travers de la ville. Et c'est aussi le cas pour les personnes ayant des handicaps invisibles qui doivent prendre les transports pour qui prendre les transports en commun est parfois impossible. Les supports à vélo devraient donc être installés proches des entrées, notamment proches de celles qui sont munies de rampes d'accès et dotés de bons éclairages. Quelque chose que j'aimerais aussi voir apparaître est un discours et une attitude plus inclusive envers les personnes grosses qui désirent faire du vélo. Tous les corps peuvent faire du vélo. C'est une revendication souvent mise de côté, alors que le vélo est pourtant prôné comme outil d'un mode de vie sain. C'est un outil qui n'est pas réservé à une partie de la population. En permettant et en soutenant l'installation de plus d'ateliers communautaires, un gros pas serait ainsi accompli, car il donne accès aux réparations, aux outils, aux espaces et aux connaissances, notamment dans les quartiers où la population des personnes nouvellement immigrantes est forte.
Mais il offre aussi l'opportunité à des initiatives en mixité choisie de voir le jour et de devenir une norme et une habitude et non une particularité, proposant ainsi des espaces plus sécuritaires à des populations marginalisées et oppressées. J'ai fini. Merci, Alix. J'aimerais justement des séances de vélo en mixité choisie pour des personnes qu'on dit grosses, parce que effectivement, je vis ces préjugés quand j'essaie de faire de l'exercice et les gens te regardent. Check, elle a la face rouge parce que c'est une grosse puis elle n'est pas en forme. Donc, pour Lourdeny, dans le fond, en conclusion, dans les revendications, les changements espérés, vous avez 4 minutes. All right. On va essayer fort. Oui, donc, de mon côté, pour tout ce qui est revendication, n'importe qui suit la plateforme, qui a déjà reçu un de mes ateliers, c'est que tout ce qui est question de souveraineté alimentaire, dès la seconde que j'ai appris ce concept, pour moi, c'est vraiment important. Donc, pour parler un peu de la souveraineté alimentaire, c'est l'enjeu miroir un peu dont on parle plus souvent, ça va être l'insécurité alimentaire. Donc, le fait qu'il y ait c'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à la nourriture, etc. Mais je préfère parler de souveraineté alimentaire parce que la souveraineté alimentaire, c'est au-delà de se questionner sur qui a accès à de la nourriture, mais c'est vraiment se questionner sur la question de la souveraineté dans les moyens des communautés qui choisissent librement comment elles se nourrissent. Donc, ils sont souveraines de A à Z dans les procédés et dans les mécanismes de production, etc. Puis, quand on s'attaque à ces réalités-là, à ces mécanismes, pour rebondir un peu sur ce que Alix vient de dire aussi, on s'attaque nécessairement à les fonctionnements des systèmes en général. Puis, les relations nord-sud, on en a parlé plus tôt. Donc, je pense vraiment que pour moi, toute la question de souveraineté alimentaire is the way to peace. Je l'avais dit récemment, là, donc pour moi, c'est la voie vers la paix, puis qui permet de questionner plusieurs de nos mécanismes, autant, et ça m'amène à centraliser aussi, autant à l'international qu'en contexte urbain. Parce qu'en contexte urbain, je vais vous partager dans le chat, récemment, j'ai animé un webinaire sur le racisme environnemental, puis on s'attardait sur comment que ça impacte des réalités on s'est porté surtout sur 2 quartiers, donc soit Parc Extension et Montréal-Nord, qui sont des quartiers très racisés, où est-ce que l'immigration est vraiment haute, etc. Puis, on voit plusieurs liens dans comment que la construction de ces espaces-là les impacts. Et un de ces points-là aussi, c'est tout ce qui est question de désert alimentaire. On a parlé des transports en commun plus tôt avec Alix, etc. Donc, c'est la question de la souveraineté alimentaire aussi vient changer ces dynamiques-là. Mais en général, si je retourne encore une fois à comment que le CI se présente, la question de la souveraineté dans les moyens de subsistance en général, c'est surtout ce que le CI prône beaucoup, parce que je crois fortement à tout ce qui est question d'agentivité de populations marginalisées, en réponse à comment les structures les oppriment. Donc, je pense je dénonce souvent qu'on on tend à être prise dans une vision très binaire où est-ce que c'est soit on se repose sur les structures, donc soit en voulant que les structures changent ou en voulant faisant des manifestations pour protester contre ces structures-là. Et toutes ces formes, genre, ce que je dis en ce moment-là, c'est pas pour les critiquer, là, tout ça, c'est important, mais ce que je critique, c'est la vision binaire où est-ce que c'est soit on va vers cette voie-là, où est-ce qu'on questionne les structures, ou on va vers la voie individualiste, où est-ce qu'on se questionne dans comment que chacune, on peut pallier à là où les structures manquent, justement. Et moi, j'invite souvent les gens à
à se centraliser sur la troisième voie qui, à mon sens, est la voie vers la décolonisation, soit celle de la collectivité. Donc, celle où est-ce qu'on centralise vraiment les liens que, en tant que collectivité, en collectivité, comment on peut, avec le poids du nombre, pallier à ce que les structures manquent. OK, ça fait 4 minutes. Pallier à là où les structures manquent et aussi éviter d'exacerber des dynamiques problématiques en mettant du poids sur sur les individus. Donc, à mon sens, c'est comme un peu où est-ce que... Oh my God, OK, une dernière affaire, parce que c'est quand même important. C'est, à mon sens, là où est-ce qu'on peut essayer de pallier à ce que les structures n'offrent pas. Et ce que j'allais ajouter aussi, c'est que, un peu comme avec la genèse de l'ECI, pour moi, je pense que pour tout ce qui est question de réimaginer ces structures, justement, tu sais, qu'on dit qu'on veut changer, voire abolir, etc., je pense que c'est important de revaloriser tout ce qui est question de créativité, voire même l'art, parce que c'est cette même... J'avais participé à un panel avec Camille, là je me souviens plus de son nom de famille malheureusement, mais je vous le retracerai, qui avait dit que la même créativité qui nous fait imaginer des pires dystopies à suivre, c'est la même créativité qu'on doit centraliser pour imaginer, pour rêver du monde qu'on veut créer dans le fond et de le créer de manière évidemment le plus inclusive possible. Donc, je pense que ça, c'est important de remettre de la valeur sur ces questions-là en général. Voilà. Merci beaucoup. Dans le fond, on va ouvrir la période d'échange. Pour commencer, on va y